Voilà, India Song et la musique de Carlos D'Alessio. Madame, si vous voulez bien venir vous asseoir, vous pouvez pas rester là-haut. Il m'a dit que je devais l'attendre. Non, vous pouvez pas aller vous asseoir, vraiment, j'insiste. Voilà. Donc pardon pour ces 10 minutes de retard, mais on a vraiment essayé de faire entrer tout le monde. J'ai même donné ma place que madame veut absolument prendre, mais elle me laisse s'asseoir. S'il vous plaît, voilà. Eh oui, mais il n'y a que moi qui peux être là-haut. Voilà, c'est comme ça. Eh oui, c'est l'arbitraire. Vous avez d'excellents strapontins, madame, vous allez être très très bien. Oui, allez-y. Sinon, je ne peux pas commencer. J'ai laissé ma place, je ne peux pas faire mieux. Merci beaucoup. Donc, la musica, alors j'ai un peu triché sur la période, puisque normalement c'est 1955-1965, la périodicité donc, de ce ciné-club, mais j'avais tellement envie, je vous en prie, de parler de Marguerite Duras avec vous, que la musica, en fait, c'est 1966-67, donc j'ai un tout petit peu triché. C'est le premier film que Marguerite Duras va signer, mais pour des raisons qui, je crois, sont des raisons essentiellement corporatistes. Elle va le signer avec quelqu'un qu'elle connaît, avec qui elle a déjà travaillé, et avec lequel elle s'entend bien, qui s'appelle Paul Seban, et qui est réalisateur à la télévision, et qui, lui, a la carte professionnelle délivrée par le CNC, alors qu'elle est encore considérée seulement comme écrivaine, et donc elle n'a pas la fameuse carte professionnelle. Donc c'est un drôle d'attelage, hein, je ne vous le cache pas, parce que Marguerite Duras est évidemment déjà Marguerite Duras. Elle a publié 3 ans avant Le ravissement de l'Olvestein, qui est un de ses plus grands livres, en 1964. Et Paul Seban est un type honnête, militant politique, membre du Parti communiste, enfin, ils s'entendent comme larrons en foire, mais disons un réalisateur, comme vous allez pouvoir le voir, assez appliqué, et on est assez loin de ce que va faire Marguerite Duras après dans ses films qu'elle signera toute seule, le suivant étant Détruire, dit-elle, qu'elle va réaliser à peu près 1 an plus tard. Donc c'est tout à fait durassien évidemment dans l'écriture, puisque la musica, comme souvent, a été une pièce de théâtre, et par ailleurs dans la réalisation, ça nous permettra d'en parler. Il y a déjà encore la future Marguerite Duras, mais évidemment il n'y a pas encore tout à fait la singularité de son cinéma que vous avez pu apprécier hier, si vous étiez là pour India Song, qui reste évidemment un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Voilà, donc question rituelle, qui a déjà vu la musica? Quand même. Bon, et qui ne l'a pas vu? Bon, voilà, alors c'est un peu normal, le film est très rare. En fait, c'est pour ça qu'on a insisté pour essayer de faire entrer vraiment le maximum de monde. C'est une première mondiale, en fait, figurez-vous, parce que les copies existantes étaient tellement médiocres, en si mauvais état, qu'avec les ayants droit de l'œuvre de Marguerite Duras, nous avons restauré et numérisé ce film, et c'est la toute première projection. Il n'a jamais été montré nulle part. Donc vous allez voir un très très beau noir et blanc pour la première fois. Donc c'est un peu la résurrection de ce film. Vous serez moins serrés parce que je vous connais, vous n'allez pas rester tous pour la conversation, mais ceux qui restent sont évidemment les très bienvenus. À tout de suite. Le temps de vous laisser vous remettre de vos émotions, donc évidemment c'est une pièce de théâtre qui n'avait pas eu beaucoup de succès d'ailleurs avant le film. Le film, lui, a été plutôt très bien accueilli par une critique, disons, clairvoyante, ce qui était une certaine partie de la critique, comme toujours. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'au moment de sa plus grande gloire, c'est-à-dire après l'amant, Marguerite Duras a remis la musica en route. Donc en fait, elle a retravaillé sa pièce. Là, on est à peu près à l'automne 84, début 85. Et elle a créé donc une musica deuxième au Théâtre du Rond-Point avec Sami Frey,
qui était formidable, mais qui évidemment est un choix de casting un peu plus attendu que Robert Hossein. Alors je ne sais pas si pour les plus jeunes d'entre vous, Robert Hossein en 1967, c'est très clair, mais il est très loin de ça, quoi. Dans l'esprit du public, je pense qu'il a déjà commencé la série Les Angéliques. Ah, je vois que ça plaît toujours. Et puis, il fait plutôt des polars avec des flingues, quoi, d'ailleurs. D'ailleurs, Marguerite Duras, qui avait beaucoup d'humour par ailleurs, disait qu'elle lui avait fait croire qu'à la fin, il se servait de son flingue. Et que ça le rassurait, parce qu'il s'inquiétait un peu de ce qu'il faisait dans cette affaire, quand même. Mais c'est très injuste. D'ailleurs, elle était la première à le reconnaître, parce qu'elle disait qu'elle l'aimait beaucoup, qu'ils étaient restés très copains après le film, qu'elle le trouvait formidable dans le film. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous me direz. Mais en tout cas, voilà. Donc, Sami Frey à la place de Robert Hossein, donc un acteur, disons, plus immédiatement durassien. Et puis, à la place de Delphine Seyrig, en revanche, un casting peut-être moins attendu, puisque c'était Miu Miu, en fait, qui reprenait le rôle de Delphine Seyrig. Et puis après, la Musica deuxième, elle l'avait beaucoup changé, c'est-à-dire qu'elle avait coupé tout le début, tout le rôle de Julie, puisqu'elle est américaine, on peut l'appeler Julie ou Julie Dassin. Tout ça n'existait plus, donc il n'y avait plus la jeune fille, la jeune femme un peu enquêtrice du début, et c'était vraiment recentré sur le couple des unis dans l'hôtel. Et après, je crois que c'est devenu un peu le hit de Marguerite Duras au théâtre, même après sa mort, puisque Bernard Murat, qui fait, disons, du boulevard chic, et c'est pas du tout péjoratif de le dire, parce qu'il sait le faire et il le fait très très bien, a monté la Musica avec Fanny Ardant, dans le rôle de Delphine Seyrig, et je crois Nils Arestrup dans le rôle de Hossein dans le film qu'on vient de voir. Voilà. Et là, ça doit faire quelques années que ça n'a pas été remonté à Paris au théâtre, mais enfin, ça reviendra. Vous dites quoi? Prenez un micro, sinon je ne vous entends pas du tout. Attendez, on va vous apporter un micro. Regardez, lui, c'est Rodolphe, il a un micro. Voilà, en 2016, au théâtre du Vieux-Colombier, dans une mise en scène d'Anatoly Vassiliev, et il a monté et la mise en scène de Vassiliev, vous avez la raison. Musica deuxième. Oui, absolument. Voilà. Avec Viala et qui était l'homme? Thierry Ancis. Tout à fait, voilà. Donc deux sociétaires de la Comédie Française dans une mise en scène de Vassiliev. Voilà ce que je peux vous dire sur la Musica. Maintenant, parlons du film. Quel effet ça vous a fait? C'est juste une impression comme ça. J'ai pensé à l'anatomie d'une chute. Vraiment. Vous avez pensé à quoi, pardon? À l'anatomie d'une chute. Je vous laisse juger. C'est pas écrit pareil. Non, mais je le dis sans aucun esprit de critique ou de polémique. Mais c'est pas écrit pareil, c'est-à-dire que ce qui a beaucoup frappé, je pense, à l'époque, c'est à quel point, évidemment, non seulement on assumait le côté théâtre. Alors évidemment, les Bee Gees ont tout de suite commencé sur le cinéma de Marguerite Duras, qui a immédiatement été taxé de littéraire et de théâtral. Donc ça, peut-être qu'on fera un sort à ça dans la conversation. Mais en tout cas, on sentait bien qu'il y avait une langue qui s'affirmait, et que de ce point de vue-là, c'est une langue qui est très précise et très audacieuse. Enfin, le film à la fin est quand même de plus en plus tendu, et les comédiens sont très bien. Et par exemple, un des grands trucs durassiens du film, c'est le passage du vouvoiement au tutoiement, qui quand même serre un peu la gorge, si on est normalement constitué. Donc voilà, alors après on peut dire qu'il y a même un côté assez mélodramatique au film, alors que celui que vous citez, par exemple, me paraît plus au scalpel, quoi, moins fleur bleue d'une certaine façon. C'est-à-dire que
Duras, il y a aussi ça chez elle, et c'est pas pour rien que ça s'appelle la musica, c'est-à-dire qu'il y a un côté rengaine sentimental, disons, qui est tout à fait assumé, travaillé, c'est ça qu'elle travaille. Alors après, on peut dire qu'elle le travaille comme Racine le travaille, hein. Encore une fois, c'est pas du tout un jugement de valeur, au contraire, elle est très forte, mais ce côté fleur bleue, voilà, sentimental, est évidemment très très assumé par le film, et il y aura, vous le savez bien, une Marguerite Duras beaucoup plus expérimentale, beaucoup moins fleur bleue, quoi, justement. Là, c'est quand même très net. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien le côté nouveau de cette langue dans son ressassement, dans sa façon de faire des allers-retours, de faire des vagues comme ça. Mais c'est quelque chose... Alors là, je vais être obligé de vous raconter un peu Duras et le cinéma. En fait, le cinéma est un très grand consommateur de livres, comme vous savez, pour le dire simplement. Et donc, Marguerite Duras, elle devient Marguerite Duras en 1950, en écrivant un livre qui est devenu un classique, je crois même qu'on le fait encore lire au collège ou au lycée, qui s'appelle Barrage contre le Pacifique, qui est un livre autobiographique. Et immédiatement, en fait, le cinéma s'intéresse à elle, parce que le cinéma est comme ça. Dès que quelque chose ou quelqu'un a du succès en littérature, il s'en empare et il l'adapte, la plupart du temps extrêmement mal. Et donc là, ça n'a pas loupé, c'est-à-dire qu'elle est tombée sur René Clément, qui n'a pas fait que plein soleil, disons, dans la vie. Et c'est pas un très bon film. Voilà. Et elle en était pas très contente. Et ensuite, pendant toutes les années 50, comme ça, le cinéma s'est beaucoup intéressé à Duras, l'a beaucoup adapté, jusqu'au moment où le miracle est survenu, et le miracle s'est appelé Alain Resnais, évidemment, c'est-à-dire que Resnais lui a demandé, pour lui, pour le cinéma, d'écrire un scénario original, cette fois, c'était pas une adaptation, qui était Hiroshima, mon amour. Voilà, et là, évidemment, nous sommes à Cannes en 1959, et deux des films de la sélection officielle, l'un s'appelle Les 400 coups de François Truffaut et l'autre s'appelle Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais. Bon, j'ai déjà beaucoup raconté cette histoire dans Ciné Club, et puis en plus c'est une histoire très connue, mais c'est vrai que autant Les 400 coups, il y avait une fraîcheur que le film n'a pas perdue d'ailleurs, mais c'était pas un film très novateur et très expérimental, alors que de toute évidence Hiroshima l'était. Et donc, par exemple, Jean-Luc Godard, au Cahier du cinéma, qui n'avait pas encore fait À bout de souffle, a dit à ses amis « Nous sommes en retard ». Et pour Godard, c'est très grave d'être en retard. Donc, nous sommes en retard. Et c'est vrai qu'évidemment, Hiroshima, mon amour, Alain Resnais, et donc Marguerite Duras, avaient quand même quelques longueurs d'avance dans l'écriture cinématographique. Donc ça, si vous voulez, c'est son premier sommet cinématographique, c'est Hiroshima, avec la rengaine qu'on connaît tous, tu n'as rien vu à Hiroshima, tu me tues, tu me fais du bien, enfin tout ça a quand même fait assez sensation, d'autant plus qu'il y avait quand même le côté politique du film, c'est-à-dire que c'était l'histoire d'une femme comédienne qui joue une infirmière à Hiroshima après la bombe et qui a été tondue à la Libération parce qu'elle couchait avec un Allemand à Nevers. Donc c'était quand même l'histoire d'une Française qui arrivait à coucher avec un Allemand et un Japonais. Il manquait qu'un Italien et comme ça l'acte était complet. Vous voyez, non mais pour dire quand même le côté provocateur, vraiment quoi. Resnais et Duras c'était quand même d'un courage, disons, qui forçait l'admiration. Hein. Les femmes tondues à la Libération, ce n'était pas le sujet préféré des conversations en 1959. Hein. Donc voilà, donc c'est un sommet. Et puis après, ce qui se passe en gros, c'est qu'elle sait que c'est un sommet, parce qu'évidemment, Marguerite Duras est très intelligente et très, très consciente de ce qu'elle fait, donc elle voudrait retravailler avec Resnais. Le problème, c'est qu'Alain Resnais la traite exactement comme il traitera tout le monde dans toute sa carrière, à part Bakri Jaoui et Alan Ayckbourn sur la fin, c'est-à-dire qu'il ne travaille qu'une fois avec les gens. Voilà, il ne travaille pas deux fois, il adapte une fois, il a fait la même chose avec Rogueillet, par exemple, ou Quérol, par exemple, une fois, mais pas deux. Et donc là, Duras se heurte au refus obstiné et presque un peu désagréable, je crois, de Resnais de retravailler avec elle. Et donc, à un moment, elle se dit, bon, ben,
si René ne veut pas travailler avec moi et si tous les autres, ma foi, ils font des trucs pas terribles avec mes livres, elle le dit explicitement dans une interview, je vais le faire moi-même et je ne peux faire que mieux, dit-elle. Et évidemment, l'avenir va lui donner assez vite raison. Donc là, il y a la présence d'Alain Seban. C'est difficile de dire qui a fait quoi. Je pense qu'elle a dirigé les comédiens et je pense qu'il a assumé le découpage technique. Et d'ailleurs, le film est assez platement, bien que proprement, découpé et filmé. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pas d'une grande audace, c'est carré, c'est propre. À mon avis, il coupe trop, il découpe trop. Vous voyez, le plan, par exemple, sur Seyrig, qui est de ce côté-là du cadre, et quand elle dit, je ne sais plus exactement quels sont ses mots, c'est épouvantable, le premier adultère, enfin la première tromperie. Et là, le plan devrait durer, et en fait, dès qu'Hossein reprend la parole, il coupe et il revient sur Hossein, quoi. Il fait en fait le découpage classique, alors que ça aurait été plus intéressant de rester sur elle. Donc, bon, voilà, de ce point de vue-là, le film est assez conventionnel, mais évidemment, l'écriture, les mots sont d'une telle force qu'il y a presque un antagonisme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, entre le côté, pour le coup, très singulier de ces dialogues et la façon relativement plate, je dis bien relativement, et conventionnelle dont ils sont filmés. Alors, par exemple, il fait un truc qui est vraiment un truc d'école de cinéma, enfin, on avait dû lui apprendre ça à l'IDEC, et on lui avait très bien appris, c'est les miroirs, quoi. Non pas que ça soit un extraordinaire trucage, mais il faut savoir le faire. C'est-à-dire que si vous ne savez pas le faire, on voit votre caméra dans le miroir, quoi. Voilà. Alors lui, il sait le faire, c'est très bien fait, il y a beaucoup de reflets, il y a beaucoup de miroirs dans le film. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne suis pas persuadé. Mais voilà, le film... En tout cas, la restauration est très belle. Voilà, ça, je veux dire, j'avais vu souvent le film en DVD, c'était une copie assez dégueulasse. Là, c'est vraiment une très belle numérisation. Donc, merci beaucoup à Hervé Pichard, qui est le directeur des collections films de la Cinémathèque française, et au laboratoire Iventi d'avoir fait cette très très belle copie. Monsieur. La robe. Allô, oui. Luc Béraud, Oui. cinéaste, assistant de Marguerite Duras. Vas-y, Luc. Deux choses. Elle aimait beaucoup mélanger justement les comédiens, entre les comédiens durassiens et les autres. Robert Hossein, moi, je trouve absolument formidable ici. Et il ne faut pas oublier, quand elle a fait Nathalie Granger, que l'apparition de Bardieu, il venait de chez Régis et tout ça, mais il faisait un voyou. Je ne sais plus si c'était avant ou après Les Valseuses, c'était un voyou, et il intervenait comme quelqu'un d'étranger à l'univers de Duras. Donc elle l'a fait ça. Moi j'avais vu aussi au théâtre de la Menthe Anglaise, où c'était Jean Servet qui était là, qui n'était pas du tout de l'univers durassien. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, je te trouve très sévère, moi, avec Seban, parce que Duras n'est pas encore radicalisé, n'a pas encore ce qu'elle a déclaré. Elle a dit « j'ai déclaré la guerre au cinéma ». Elle le fait un petit peu après avec le film de Détruire dit-elle. J'ai déclaré la guerre au cinéma, elle disait même, mais c'était une façon de dire la même chose, j'ai un rapport avec le cinéma, un rapport d'assassinat. Voilà. Il s'agissait quand même d'assassiner le cinéma. Là, il n'est pas question de ça, c'est sûr. Et j'ai été témoin, puisque j'étais son assistant sur le film d'après, c'est-à-dire Jaune le soleil, où là, il le tuait carrément. Bon, mais je trouve que dans le travail de Seban, je trouve qu'il y a du cinéma. Ce qu'elle a abandonné après, qu'on a vu renaître avec le dernier film de Benoît Jacot, Aurélia Steiner, que je trouve magnifique, parce que Benoît a amené du cinéma, là aussi, où Marguerite le rejetait constamment. Et quand tu dis,
les miroirs, bon d'accord, mais il y a quand même cette espèce de... Le film prend vraiment sa distance, enfin sa vitesse avec l'arrivée de Seyrig, bien entendu. Et cette espèce de ballet qu'ils font l'un autour de l'autre, c'est quand même du vrai cinéma. Et d'autant plus que moi, ça me fait souvent penser à René, hein, le truc. Bon, c'est toujours les mêmes histoires chez Duras, hein, le passé qui renaît et tout ça. Et ça fait penser beaucoup à Muriel, moi, je trouve, le film qui est mon René préféré. Alors, je suis d'accord pour toi avec toi sur ma relative sévérité sur ce banc, mais je te signale quand même que et Marianne Bad et Muriel, c'est avant. Oui. Hein, donc, quand même, écoute, je trouve même que pour aller jusqu'au bout de ma pensée, si tu veux, si Duras n'avait fait que ça au cinéma, on ne serait pas en train d'en parler. Voilà, pour le dire encore une fois, c'est pas par pure méchanceté, mais voilà, si ça s'était arrêté là, on ne serait pas en train d'en parler. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est très proprement et correctement fait, mais par exemple, même sur la direction d'acteur, tu vois le regard furax qui gronde presque de Seyrig quand il est avec sa nouvelle femme au téléphone, c'est un tout petit peu lourd. Et c'est Seyrig. Donc, pour dire les choses, je préfère ce qu'elle fait avec Delphine Seyrig dans le film qu'on a vu hier à l'ouverture, qui est India Song, qui est évidemment considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de Marguerite Duras, cinéaste accomplie, que ce qu'elle fait avec Seyrig ici, par exemple, pour prendre cet exemple, où je la trouve justement, je trouve le film un peu plus insistant que René, c'est-à-dire que Marianne Bad et que Muriel. Voilà. Je trouve le film, si tu veux, dans ses défauts, il a aussi des qualités, mais dans ses défauts, je le trouve un peu conventionnel et un peu surligné. Voilà. Alors que ce qui est passionnant chez Duras, et on sera bien obligé d'en parler, parce qu'on ne va pas rester à la musica, c'est quand elle invente littéralement son écriture de cinéaste. Et je pense que tu étais pas loin du coup aussi. À mon avis, le film où elle invente vraiment son écriture de cinéaste, c'est un film qui paradoxalement est extrêmement silencieux, puisque c'est Nathalie Granger, où quand même il se dit très peu de choses, et pourtant, là on y est. Alors après, on aime ou on n'aime pas ça, on accepte ce système ou on n'accepte pas ce système de représentation. Mais disons que le système de représentation est totalement nouveau. Là, je ne trouve pas qu'il soit totalement nouveau. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien fait, mais bon, encore une fois, si elle n'avait pas fait Nathalie Granger, India Song, Son nom de Venise et Le Camion, ben on ne ferait pas de rétrospective Marguerite Duras cinéaste. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en même temps, je trouve, je ne l'ai pas vu India Song, je l'ai vu 50 fois, autrefois, à part Lonsdal et Seyrig, les hommes sont bien fadasses, hein, bien fadasses. Oui, mais c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que le rapport d'assassinat de Marguerite Duras au cinéma, c'est justement sur la routine et la convention. C'est-à-dire qu'elle ne cesse de désamorcer ce qui est routinier et ce qui représente pour elle une somme de conventions au cinéma. C'est pour ça que c'est aussi une cinéaste géniale. Si on l'accepte, bien sûr, hein, on peut tout à fait la refuser. Mais c'est-à-dire que Duras cinéaste, c'est quelqu'un qui refuse absolument que ça fasse cinoche, justement, que ça fasse cinéma, qu'on utilise les conventions absolument admises et éculées du cinéma. Et donc, elle invente autre chose. India Song, c'est un film bouleversant. Il n'empêche que c'est des tableaux vivants. Tu as raison, ils sont peut-être fadasses, mais le problème, c'est que c'est pas ça. Ils jouent pas. Ils sont pas là pour jouer. Ils sont là pour être ce qu'ils sont dans des tableaux vivants. Et c'est ça qui est quand même passionnant. Et d'ailleurs, le grand malentendu, mais qui n'était pas un malentendu, parce qu'elle devait être absolument morte de rire, c'est que quand elle a vendu les droits de son roman le plus célèbre, c'est-à-dire L'Amant, très cher à Claude Berry. Je ne sais pas combien il a payé, mais j'espère qu'il a payé très cher. Vraiment, ça ne serait que justice. Et je pense qu'il a payé très cher.
il est évident que Jean-Jacques Hano, mais ça n'aurait pas été Jean-Jacques Hano, ça aurait été un autre, c'est pas du tout pour s'acharner sur Hano, qui doit être un honnête homme, c'est pas ça le problème. Mais n'importe quel cinéaste français qui aurait adapté L'Amant aurait fait ça, en gros, le résultat qu'on connaît. C'est de l'illustration, et tu seras d'accord avec moi, absolument sans intérêt. Sans intérêt. Et c'est-à-dire que le cinéma de Duras, le vrai cinéma de Duras, celui d'India Song, celui à partir de Nathalie Granger, c'est le contraire absolument de l'illustration. Parce qu'elle considère que raconter un souvenir au premier degré, j'ai envie de dire, le passé au premier degré, déjà c'est absurde. Tu vois, c'est-à-dire que l'Indochine de son enfance, l'Indochine de sa première expérience sexuelle, l'Indochine de son amant chinois, elle n'existe plus. Donc on ne peut pas la refaire. Le cinéma n'est pas là pour refaire. Il est là pour prendre ce qui est devant la caméra. Donc India Song, elle le fera dans un palais en ruine avec des tableaux vivants. Tandis que Jean-Jacques Hano, il va en rajouter dans le côté, pardon de ma relative vulgarité, c'est pour de la vraie ou pour de la fausse. Est-ce qu'ils font vraiment l'amour? Il y a eu ça à l'époque, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que fait Jane Marsh? C'était le nom de la comédienne exactement dans le film. Et ça mettait Duras hors d'elle. Elle ne l'appelait plus que le pornographe Hano. Ce n'était pas très gentil. Mais ceci dit, effectivement, on ne pouvait pas faire quelque chose de plus éloigné que son cinéma. Alors Luc Moulet, qui est très drôle, lui disait « Mais écoute ma chérie, vu le prix qu'ils t'ont acheté ton roman, tu ne crois quand même pas qu'ils allaient faire le camion. » Bon, il avait raison, évidemment. Mais voilà, le cinéma de Duras, si on en parle, s'il y a du monde, c'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, qui vient le voir, c'est parce que c'est un cinéma qui est en profonde rupture avec tout ce qu'on fait d'habitude, et surtout avec les livres. Et surtout avec les livres. C'est-à-dire qu'elle dit, moi je n'y vais même pas. Vous voyez, là, au prochain Festival de Cannes, il y a encore un Comte de Monte Cristo. Ça nous manquait. Effectivement. C'est vraiment ce qui était important de faire, quoi. Comte de Monte Cristo. Bon, ben, moi j'irais peut-être, parce qu'à une époque de ma vie, j'étais payé pour ça, je ne le suis plus, Dieu merci. Mais elle n'y allait même pas. C'est-à-dire qu'elle disait, je ne vais pas voir les adaptations de l'éducation sentimentale. Je n'y vais pas. Je ne vais pas voir les adaptations de Madame Bovary. Parce que mon cinéma de Madame Bovary, c'est-à-dire ma lecture de Madame Bovary, ça sera tellement mieux, et même que Renoir et Minelli, hein, c'est pas que des imbéciles qui adaptent Madame Bovary, mais ma lecture, mon expérience de lectrice de Madame Bovary sera de toute façon tellement plus riche, tellement plus complète que ce que me proposera ce pauvre cinéma quand il s'attaque aux chefs-d'œuvre de la littérature, que je refuse même d'y aller. Voilà quelle était sa position. Et en fait, c'est une position qu'elle a appliquée à ses propres livres. Et je pense que c'est ça qui en fait la cinéaste qu'elle est. C'est-à-dire que, voilà. Et même, elle a redoublé le truc. On en parlait tout à l'heure dans le hall. Comme vous le savez, elle a fait India Song. Et 1 an plus tard, elle a repris la bande-son d'India Song et elle l'a collée sur des plans absolument vides et déserts d'un palais en ruine qui existe toujours à Boulogne, qui s'appelle le palais Rothschild, qu'elle a filmé absolument interminablement. Et on entend la bande-son d'India Song, mais il n'y a plus Delphine Seyrig avec ses amants dans sa robe, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les ruines du château, où elle avait déjà tourné une partie d'India Song, et on entend seulement la bande-son. Voilà, ça c'est un exemple, si tu veux, de destruction de son propre cinéma, encore par elle-même, pour aller encore un peu plus loin. Jacques. Oui, je voulais juste revenir à ce que tu disais au début. Tu avais un peu peur que ce film ne rentre pas dans ton credo. Alors je voulais te rassurer, parce qu'en fait l'origine c'est 65. J'ai pas entendu, pardon. Je dis l'origine du film c'est 1965, donc on est en plein dans ton credo. C'est limite, mais ça tient encore. Non, voilà. Non, parce que
pense qu'on pouvait signaler ça. C'est-à-dire, elle n'adapte pas une pièce, elle revient au cinéma d'où elle est partie. Initialement, c'est une demande de la BBC d'écrire un scénario pour un film dans la série Love Story qui prépare, et elle écrit. Alors non pas la musica, elle appelle ça la pleine lumière, on a entendu. Et donc c'est ça qu'elle a écrit là, et puis ça ne s'est pas fait. Comme ça ne s'est pas fait, la même année, elle a écrit la pièce en modifiant son scénario pour le théâtre, hein, Comédie des Champs-Élysées, etc. Et c'est là que Jules Dassin était en train de préparer 10h30 le soir en été. Il l'avait rencontré pour ça. Elle a co-signé le scénario, donc je ne sais pas trop si vraiment... Bon, s'en est beaucoup occupé, mais enfin bref, il la rencontre là, il va voir la pièce, et quand il a vu la pièce, il a eu avec elle l'idée d'en faire un film. Et là, il a été voir Raoul Ploquin, etc. Ils ont réussi à mettre ça sur pied, et donc elle a écrit pour le film toute la première partie avec Julie Dassin. Pas tout à fait un hasard non plus. Et donc, voilà, elle a écrit ça, et qui n'était pas dans la version originale. Sans ça, toute la seconde partie, c'est exactement le scénario initial. Hein. Donc voilà, il y avait ça que je voulais dire. Et ça, je suis assez d'accord avec lui sur, au fond, oui, sur ce qu'il dit. À propos de Second, je trouve que c'est un peu sévère aussi. J'entendais bien ce qu'il disait. Et je voulais juste, là, j'ai pensé à un truc là, en voyant le film, c'est qu'en fait, ils s'étaient rencontrés, comme ils faisaient de la télé, ils s'étaient rencontrés sur un lecture pour tous, je crois. Peu importe, mais... Et ensuite, il a fait un Ding Dam Dom pour des galas avec elle. Et alors ça, c'est quand même très savoureux. C'était Marguerite Duras chez Les Fauves. Et je pense que La Panthère Noire, qu'on a... Je ne sais pas. Mais je me demande si ça ne vient pas de l'émission. Sinon, c'est un clin d'œil, parce qu'ils ont fait ensemble Marguerite. C'est-à-dire Chabrol, les bonnes femmes, mais Marguerite à la place de Bernadette Lafont. C'est formidable, quoi. Elle commentait à Vincennes, aux autres Vincennes. Voilà. Alors, bon, il y a... Et puis, alors, bon, aussi, par rapport aux scènes, oui, Luc disait, oui, moi aussi je le trouve très bien, mais à l'époque, tu as raison, il y avait Angélique Elroy, il venait de le faire, le Borderie, mais il avait fait Bolognini, Astruc, et puis Aurel. Donc il y avait deux versants, quoi, quand même. Et, voilà, donc je pense que ça l'a intéressé d'avoir ce type d'homme, c'est clair. Mais... Oui, bien sûr, mais toi tu en parles dès le début dans les cahiers du cinéma. Il y a une notule que j'ai retrouvée de Comolli qui est très positive, mais qui est juste une notule. Et un peu plus loin, le film d'après avec Les Tueurs d'Italie, il y a une très longue interview qu'a fait Jean Narboni, qui est dans la salle avec Jacques Rivette, où là, pour le coup, il est là. Là, pour le coup, c'est une reconnaissance critique, disons, mais voilà, c'est parti, quoi. Je pense aussi que tout ça va lui donner confiance. Mais ne vous méprenez pas, j'ai absolument rien contre ce banc. Je dis juste que le film, comment dire ça, pour comparer avec des cinéastes qu'elle aimait infiniment, là on est en 66-67, j'ai passé ici il y a 2 mois non réconciliés. Voilà, c'est pas à toi que je vais convaincre de ça. Mais je veux dire, voilà, s'il y a des gens que Marguerite Duras, et même ils en riaient, Jean-Marie Straub en riait, il disait, elle nous considérait comme les seuls cinéastes du monde. Alors il disait, calmez-vous Marguerite, calmez-vous. Mais évidemment, un film comme Othon, voilà, et je le dis aussi pour les gens qui sont plus jeunes, pour elle, voilà ce qu'elle attendait du cinéma. Et c'était pas forcément donc la destruction du cinéma, mais on ne peut pas faire comme si, c'est-à-dire on ne peut pas faire comme si on pouvait faire des reconstitutions historiques à tire-larigot, etc. Donc je pense que quand elle a vu Othon, c'est-à-dire une pièce de Corneille mise, projetée dans le vacarme automobile romain et une mise en scène quand même faite sur le contraste entre cette pièce et la Rome d'aujourd'hui, d'ici et maintenant, là,
elle trouvait dans le cinéma quelque chose qu'elle recherchait aussi. Voilà, c'est-à-dire ce décalage-là. Disons que ce décalage-là, cette critique du cinéma, cette destruction, lui qui avait raison de parler de destruction, je ne la sens pas ici. Voilà, là je pense qu'on est encore dans un huis clos, disons, passionnel, remarquablement bien écrit et interprété, mais on n'est pas encore dans quelque chose qui tient vraiment à l'innovation. Voilà, je disais juste ça. Maintenant, j'ai eu la curiosité de regarder ce qu'a fait Seban. Alors, je connais très mal, pour une raison simple, c'est qu'après ce film, on aurait pu penser qu'il allait continuer au cinéma. En fait, il est retourné à la télévision, où il a fait un certain nombre de choses, en particulier cette collection sur France 3 qui s'appelait Cinéma 16, qui était sûrement très honorable. Il en a fait 2 ou 3, mais il n'a plus fait de films, tandis qu'elle, elle a fait des films. Mais dans le passage de Marguerite Duras, de la littérature et du théâtre au cinéma, quand elle parle du théâtre, il y a, au fond, quand on lui dit pourquoi passer au cinéma, bon, il y a 2 raisons, au fond, toujours celle que Gabriel a indiquée hier, c'est-à-dire, bon, j'en ai assez qu'on fasse de mauvais films avec mes livres. Donc, mais l'autre raison, à cette époque-là, c'était surtout voir les comédiens de plus près, quoi. Quand je suis au théâtre maintenant, il y a des moments où j'aurais envie de me rapprocher. Et donc le gros plan, c'est un truc très, pour elle, très important à ce moment-là. Donc tu vois, il y avait ça aussi. Je crois. Par rapport à ce que tu dis, il y a... Vous êtes super tous les deux, mais attendez le micro. Non, mais attends, une seconde, parce que je te sers le truc. Non, c'est-à-dire qu'il évoquait Suzanne Andler tout à l'heure. Et alors, bon, alors là, moi je trouve qu'il y a un vrai rapprochement entre la musica et la pièce qu'elle écrit juste après. C'est-à-dire Suzanne Andler. Couple, exactement la même situation, chacun son histoire, hein. Et même dans la manière dont c'est construit, c'est-à-dire les 2 coups de téléphone, c'est-à-dire qu'il y a acte 1 et acte 3, enfin je ne sais plus, les 2 actes, c'est là au milieu. Il y a... Et tu vois, Jacques, puisque tu parles de ça, oui. Je les trouve un peu symétriques, les 2 téléphones. Oui, là, oui. dans le film. Complètement. Voilà. Oui, mais... C'est-à-dire que ça, non, oui, non, mais... Oui. Voilà. Mais ça finit par faire des mises en scène de Bernard Murat. On est d'accord. Alors, non, oui, mais alors là, attention. Je rigole. Oui, non, mais c'est son propos, elle. Tout à l'heure, tu évoquais le mélo. Bon, Didascalie, dans la pièce, la musica, comme dans les vieux mélos. Mais alors, le vieux mélo, il vire à la tragédie. Oui, mais... etc. Bon, dans les vieux mélos, l'homme et la femme ne répètent pas forcément l'un après l'autre à leur nouvelle compagne « laisse-moi ». Ah mais... Là, oui. Ah mais... Et c'est pas léger. Voilà. Donc elle fera mieux que ça sur l'écriture. Voilà, je dis juste ça. Mais attends, on va peut-être arrêter. Si, c'est juste une toute petite anecdote pour rebondir sur ce que dit Jacques. Le premier jour de tournage, on met la caméra en place et tout, et je vois que Marguerite se met à côté des acteurs. Et je lui dis, mais Marguerite, ta place, c'est à côté de la caméra, il faut que tu sois dans l'axe de ce qu'on verra sur l'écran plus tard et tout. Elle me dit, laisse-moi, je veux être près de mes acteurs. Bien. Autre chose ? Madame. C'est à propos du titre, la musica et puis Indian Song et également Moderato Cantabile, par exemple, qui est très concret finalement comme expression. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a offert un livre du violoniste Ami Flammer intitulé Apprendre à vivre sous l'eau. Bon, Apprendre à quoi ? À vivre sous l'eau. Oui, très bien. Il faut lire oui. Non, mais je vais voir où ça va nous emmener, mais parlez dans le micro. Oui. Ce violoniste a fait la musique du film de Nabir Night, et c'est Duras qui l'avait invité à le faire, et elle l'avait rencontré lors du tournage d'un film de Benoît Jacot,
d'après Dostoïevski, qui met en scène un violoniste... L'assassin musicien. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et c'est donc là qu'elle l'a rencontré. Et c'est lui qui avait joué toute la musique du film de Benoît Jacot. Et enfin, je ne sais pas si c'est très important ce qu'il écrit. Enfin, c'est intéressant, c'est très intéressant. Il dit, par exemple, mais enfin, il a eu des... il écrit, contrairement à ce que les gens pensent, bien qu'elle ait beaucoup parlé de musique, elle n'en avait qu'une connaissance limitée. Son écoute était sans doute très instinctive et très fine, seulement elle restait sur des œuvres fétiches et fétichisées, sans chercher à découvrir de nouvelles choses, ni à établir de relations entre différents styles ou compositeurs. Et enfin, je vais arrêter là, et il dit par exemple, souvent ses œuvres préférées n'étaient pas les meilleures. Pour Bach, par exemple, à part la chaconne, elle écoutait inlassablement la fantaisie chromatique, qui est sans doute une des plus mauvaises œuvres de Bach. Enfin bon, Non mais c'est vachement bien, mais non mais sérieusement, mais ceci dit, comment vous dire, elle n'était pas musicienne, on est d'accord, elle était écrivain, voilà. Donc ce qui est intéressant dans ce qui est dit là, qui est plutôt une critique, si j'entends bien, c'est-à-dire que le côté, effectivement, goût de la rengaine, la musica, goût du tube, et même le tube classique, la chaconne, des choses comme ça, ou le voyage d'hiver, pourquoi pas. Effectivement, ça c'est très durassien dans la répétition. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle écoutait toujours les mêmes chansons, les mêmes morceaux de musique, etc., etc. Mais c'était pas du tout son travail. Je vous le rappelle quand même, son travail, c'était quand même d'écrire. Et pour le coup, cette répétition du motif, tu n'as rien vu à Hiroshima, etc., où là, la mort comprise, quand même, on frissonne un peu quand on entend ça, c'est un peu un des grands moments de la pièce, c'est un moment de tube de la pièce, si vous voulez, quand ils disent « rien n'est plus fini que ça, la mort comprise », il y a effectivement ce côté-là chez Marguerite Duras, ce côté répétition du tube et amour de la rengaine. Donc effectivement, je donne plutôt raison à votre compositeur. Jean. Cela dit, je trouve que ce que chantonne le générique de début, de fin, et ce que chantonne Julie Depardieu, c'est très judicieux, je ne sais pas de qui ça vient, parce que c'est le dernier lied du voyage d'hiver qui s'appelle Lehrmann, le joueur de vielle. Bon, je ne veux pas être pédant, je connais cette musique très bien parce qu'elle ouvre le film sublime de Bergman qui s'appelle En présence d'un clown. Elle hante ce film sur lequel j'ai écrit un petit livre. Donc c'est un livre qui est fait entièrement sur le joueur de vielle qui répète. Et donc le narrateur désespéré à la fin du voyage d'hiver, c'est le dernier livre, rencontre ce vieillard et se demande si c'est la mort. Le vieillard lui dit non, finalement, accompagne-moi. Et dans le film, ici, à un moment, il y a est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est un début, etc. Donc je ne sais pas du tout comment Duras, Van Paris, ce banc ont concocté ça, mais ça me paraît, en l'occurrence, extrêmement judicieux, y compris le côté litanique et répétitif. Très bien. Monsieur. Oui, je voulais avoir un petit peu un éclaircissement. Bon, je débute dans ce cinéma-là, je suis très béotien. Bon, j'ai adoré le film. Je voulais savoir en fait ces deux parties du film qui finalement donc n'étaient pas dans la pièce. La première partie avec Julie Dassa et bon, la deuxième partie avec Delphine Seyrig. Mais en fait, on a quand même un peu l'impression qu'il y a quand même deux actes là dans ce qu'on a vu ce soir. Et en fait, je voulais savoir un petit peu le pourquoi et du comment, parce que certainement des choses qui m'ont échappé. Jacques Montand vous a un peu répondu tout à l'heure, mais ce qui est amusant, en fait, c'est que ce personnage de la jeune femme américaine, c'est à la fois une fausse piste, parce que, alors là, pour le coup, il y a une très belle phrase, c'est quand elle lui dit contre l'arbre, alors ça, pour le coup, c'est un grand moment du film, « Qui embrassez-vous à ma place ?»
Ça, la chapeau, là, c'est du très très bon Duras quand même, ça. Et elle est très très bien, Julie Dassin, dans cette scène. Donc il y a ce côté fausse piste, c'est-à-dire qu'il va y avoir une histoire d'amour, si on ne sait vraiment rien, hein, ce qui était votre cas, donc c'est parfait. On ne sait rien, donc il va y avoir une histoire d'amour entre cet homme d'âge relativement mûr, disons, il a une petite quarantaine d'années, et cette jeune femme qui a une vingtaine d'années. Et en fait, c'est une fausse piste. Mais ce qui est intéressant aussi, et pour le coup très durassien, alors il y a des gens qui connaissent vraiment beaucoup mieux que moi Marguerite Duras, écrivain dans la salle, donc je le dis avec précaution, mais enfin il y a le côté toujours spectatrice de la passion. Alors, dans Le ravissement de Lolwestein, c'est un des grands ressorts du livre. C'est-à-dire que non seulement Anne-Marie Streeter lui fauche son amant, mais le couple qu'elle va former avec l'amant est tellement beau que Lol ne peut plus détourner ses yeux et n'aura qu'un seul désir, c'est continuer à les voir. Alors qu'elle pourrait dire, bon ben ça suffit peut-être comme ça. Non, justement, ça ne suffit pas. Et donc il y a un peu ça chez ce personnage, c'est-à-dire que en fait c'est une fausse piste narrative et amoureuse. Il n'y aura pas d'histoire d'amour entre cette jeune femme et Robert Hossein. Et en même temps c'est une enquêtrice, en fait. C'est l'investigatrice, c'est-à-dire qu'elle lui dit, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous revenez? Que s'est-il passé entre cette femme et vous? Ah bon, vous vous êtes déjà remarié? Et là encore, grand moment durassien, il lui dit en gros, ça n'a pas de fin, vous verrez. Et j'ai entendu quelques rires, donc là évidemment, tout le monde a apprécié la réplique à sa juste valeur. Mais il y a cette idée qui est une pirouette, si vous voulez, une façon narrative de faire les choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une enquêtrice. Il y a quelqu'un qui enquête sur une passion. Et ça, pour le coup, on en parlait hier dans la présentation d'India Song, c'est une façon très durassienne de procéder. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le côté investigation sur un souvenir, investigation sur une passion, investigation sur une image furtive, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle joue vraiment ce rôle-là. Et par ailleurs, le côté Lolwestein, elle est la spectatrice d'un couple si beau, et c'est vrai qu'ils sont très beaux, Robert Hossein et Delphine Seyrig, ils en jettent, quoi, comme on dit. Elle est la spectatrice un peu muette et éblouie de ce couple-là. Voilà. Pour vous donner comme ça une ou deux pistes sur cette construction qui, alors c'est vrai pour le coup, est une construction très curieuse, qui rend le film très curieux. Je pense que c'est une des grandes qualités du film, effectivement, cette construction, mais c'est quelque chose dont elle va se servir plus tard, c'est-à-dire la contemplation de la passion. Voilà. C'est-à-dire que contempler la passion, c'est peut-être pas comme la vivre, mais en tout cas, ça a un véritable intérêt. S'il vous plaît. Madame. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Marguerite Duras a choisi Robert Hossein? Parce que pour moi, j'avais pas vu le film, c'est très étonnant. Parce que j'ai vous l'aimez bien dans le film ou vous l'aimez pas? Ah, j'aime beaucoup le film, énormément. Mais Robert Hossein dans le film? Bah, il m'a étonné parce que je l'ai trouvé subtil. Et dans mes a priori, c'est plutôt quelqu'un de lourd. Mais... Alors c'est difficile de dire ça aujourd'hui parce que bon, je pense qu'elle l'a choisi parce qu'elle le trouvait beau et viril. Voilà. Non mais si je vous fais une réponse honnête, je ne sais pas ce qu'elle vous aurait dit elle, mais je pense que Marguerite Duras, au moins dans cette période-là de sa vie, pour dire les choses un peu gaillardement, aimait les mecs très mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Et que Robert Hossein, il correspond assez à ça quand même. Vous voyez? Donc avec, évidemment... Par ailleurs, je pense que c'était pas du tout un imbécile, Hossein, hein, par ailleurs. Et que même quand il faisait les spectacles, on est à peu près de la même génération qu'on a connu à la fin, où il faisait Danton et Robespierre au Palais des Congrès, Un homme nommé Jésus, etc. Bon,
il avait une façon de faire ce qu'il savait être du théâtre populaire, mais qui n'était pas absurde. Enfin, vous voyez, c'était pas Patrice Chéreau, hein, on est d'accord, hein, c'est pas le même genre. Ok, mais voilà, Hossein est quelqu'un qui, au théâtre, a fait des choses qui appartenaient qu'à lui, qui étaient son truc, et qui ont plutôt marqué les temps et les esprits. Comme cinéaste, bon, alors là, c'est pas terrible, hein, on va dire la vérité. Là, les films de Robert Hossein, cinéaste, sont très oubliés, et plutôt très justement oubliés. Maintenant, comme acteur de cinéma, j'en parlais tout à l'heure un peu en plaisantant, mais enfin, angélique quand même. Vous voyez, quand je parle de virilité, etc., il y a des spectatrices qui en parlent encore. Il y a une connivence entre Delphine Seyrig et Robert Hossein. Ça, je ne sais pas du tout. C'est sûr qu'ils venaient de mondes. Ils venaient de mondes très éloignés, mais encore une fois, pas si éloignés que ça. Par exemple, vous savez que dans ce fameux festival de Cannes de 1959, qui est un peu, disons, l'éclosion officielle de ce qu'on va appeler la nouvelle vague, il y a une photo, qui est la célèbre photo de l'Anna Poule, où on voit Jean-Luc Godard et Jacques Rosier dans un coin au fond, on les voit à peine. Godard n'a encore rien fait, il n'a pas encore fait à bout de souffle. Et Rosier, on n'en parle même pas, lui, il n'a absolument rien fait. Personne ne le connaît. Truffaut est au premier rang, parce que lui, il vient de faire les 400 coups. Chabrol n'est pas loin, parce qu'il a déjà fait le Beau Serge et les Cousins, donc les gens le connaissent. Et vous savez qui y a sur la photo, comme incarnation du jeune cinéma français, Robert Hossein. Vous voyez, on se demande un peu ce qu'il fout là. N'empêche qu'il est là. Et comme dans le film, hein, jeune, beau, mince, côté viril, comme ça. Donc voilà, maintenant Delphine Seyrig, je pense que l'immense comédienne qu'elle était, elle était capable de jouer à peu près avec n'importe qui. D'autant plus qu'il est bon dans le film. On ne peut pas dire que son partenaire est mauvais. Elle, c'est Delphine Seyrig. Bon, évidemment, elle est déjà nimbée de Marianne Bade, de Muriel. 4 ans plus tard, elle sera la Fée des Lilas pour Jacques Demy. La même année, elle est dans Baiser volé de François Truffaut, Madame Tabar. Vous voyez, c'est 6 mois après le tournage de ce film-là, hein, Baiser volé. Donc, on est dans ces, disons, très très grandes années. Et d'ailleurs, si on a restauré le film, c'est aussi parce que Arte vient de sortir un coffret, le film est dedans, sur Delphine Seyrig. Vous voyez, pas sur Robert Hossein. Mais la vraie question, c'est, est-ce que vous croyez à ce couple ? Moi, la réponse est oui. Vous voyez, je ne trouve pas que ce couple soit impossible, mal assorti, elle trop intellectuelle et lui trop populaire. Non, ça fonctionne. Voilà. Elle peut être cette femme d'Évreux, la femme d'Évreux, comme disait Marguerite Duras elle-même, et lui peut être tout à fait un architecte, ma foi, qui n'est pas si loin, et ça Duras n'aimait pas ça du tout, hein, c'est moi qui le dis, alors là, pour mon propre délire de spectateur, mais voyez, Piccoli dans Les choses de la vie, eh bien, il est architecte, lui aussi. Est-ce qu'il est si éloigné de ce personnage-là ? Non, à part qu'il ne parle pas pareil. Voilà, parce que Sauté et Dabadi n'écrivent pas comme Duras. C'est pas la même chose. Mais sur le personnage, sur le côté très mâle, comme ça, conscient de ses responsabilités, et en même temps avec une fêlure, parce que c'est pas un imbécile, il est pas mal. En tout cas, quand je vois le film, et là je l'ai revu avec vous dans cette très belle copie, on a la nette impression qu'il comprend toujours ce qu'il dit. Oui, mais je dis ça, c'est pas toujours le cas chez les acteurs français. Hein. Des fois, on a la nette impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Lui, il comprend ce qu'il dit. Oui, monsieur. Bonsoir. Voir India Song hier soir et aujourd'hui, la Musica. Donc vous avez vu India Song hier soir ? Voilà, tout à fait. Enfin, revu, mais je l'ai vu aussi en 92. On devait être dans la salle ensemble. Voilà. Bon, moi j'ai un peu envie de dire un peu l'inverse. Allez-y. Que je trouve que ce film aujourd'hui est intéressant pour mesurer le chemin considérable qui a été effectué par Marguerite Duras. Là, je trouve, par exemple, hein, je vais prendre quelques petits exemples, mais le traitement de la parole, il parle beaucoup dans ce film, comme d'ailleurs dans pas mal de films de cette époque où vraiment le dialogue est saturé, je trouve, de répliques.
va ralentir vraiment le rythme des échanges, des paroles. Du coup, les paroles vont se mettre à vivre, à créer des résonances, un imaginaire, etc. Et hier, c'était absolument formidable. Après, le jeu des acteurs, moi, j'ai pas trouvé Delphine Seyrig, enfin, ça dépend des moments dans le film, mais il y a des moments, je trouve, elle ne joue pas très bien par rapport à hier. À hier, où elle dit quasiment presque plus rien, mais elle a une présence absolument inouïe. Donc, et j'ajoute... Que je comprenne bien, vous préférez la Musica ou India Song? Normalement, vous devriez deviner. Non, j'ai préféré hier, bien, très très largement. Et puis, sur le traitement, moi je trouve très intéressant cette mémoire blessée, hein, où on cherche à dire quelque chose qu'on a quand même bien du mal à dire. Et là, hier, elle a inventé cet écart entre l'image et le son, hein, ces paroles qui cherchent un souvenir qui est un peu loin. Qui est déjà un peu ici. Hein, qui est déjà un peu ici, mais là, elle va trouver... Enfin, hier, elle a trouvé le traitement cinématographique adapté à cette expérience qu'elle veut transmettre. Donc moi, j'ai pas tant aimé ce film, si ce n'est qu'il me montre le chemin vers le chef-d'œuvre qu'on a eu hier. Bon, ben, vous avez compris que je suis plutôt d'accord avec vous, mais c'est bien qu'il y ait un petit débat là-dessus. Maintenant, c'est Gabriela Trujillo qui est assise là et qui, elle, est une vraie spécialiste de Marguerite Duras, pas comme moi. Elle le disait hier à la présentation d'India Song très bien. C'est-à-dire que ce que cherchait Duras, en gros, hein, pour vous la faire rapide, et Gabriela le ferait mieux que moi, mais avec le cinéma, je pense, entre autres, c'est de trouver un rapport du spectateur au film qui puisse être aussi libre et riche qu'un rapport du lecteur à son roman. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, parce que Gabriela le disait mieux que moi, mais en gros, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'elle dit, Duras est d'abord une lectrice, évidemment, une immense lectrice qui a tout lu avant d'être l'écrivaine et la romancière qu'elle est, et quand elle dit « jamais aucune adaptation ne remplacera le cinéma que je me fais en lisant Madame Bovary », elle dit tout. Et en fait, ce qu'elle reproche profondément au cinéma, et c'est pour ça que tout ce qui est critique de la représentation, donc évidemment on parlait de Straub et Huillet tout à l'heure, alors évidemment il se pose un peu là, dans le genre critique de la représentation traditionnelle, tout ça l'intéresse énormément. Parce qu'en fait, ce qu'elle a du mal à supporter avec le cinéma, c'est le côté pieds et poings liés. Vous voyez, le rapport au spectateur, je t'emmène, je te manipule, je te capte, tu vas où je te dis d'aller. Alors, ne me dites pas ça peut être génial. Bien sûr que ça peut être génial. Ça peut être Alfred Hitchcock et ça peut être génial. Mais c'est pas parce que Hitchcock disait ça que c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment qu'il vous emmène là où il veut vous emmener, mais il ne vous empêche pas de rêver devant son film. Les mauvais films, ils vous empêchent absolument de rêver devant eux. Et ceux-là, elle les aimait vraiment pas, et surtout quand ils étaient adaptés par-dessus le marché, injure encore plus suprême de chef-d'œuvre de la littérature. Là, ça commençait vraiment à l'énerver, et je lui donne plutôt raison là-dessus. Donc, ce rapport, voilà, du spectateur au film qui a un travail à faire. Un travail, c'est beaucoup dire, c'est pas le bon mot. Qui a un mouvement. Voilà. Il ne s'agit pas de regarder ça comme les vaches regardent passer les trains, disons, ou comme les blockbusters américains, pour prendre un exemple extrême et caricatural, veut vous prendre pieds et poings liés. Je pense que devant un film, Marguerite Duras et devant un de ses films, ne voulait surtout pas que le spectateur soit pieds et poings liés. Donc effectivement, le degré de liberté, le degré d'implication du spectateur, ce qui lui est demandé, voilà, disons cela, ce qui lui est demandé, le mouvement à faire vers le film et s'impliquer soi-même, effectivement, il est beaucoup plus important dans India Song que dans la Musica. On ne va pas se raconter l'histoire, c'est-à-dire que dans India Song, elle a trouvé une de ses façons
de critiquer la représentation traditionnelle du souvenir, de plein de choses, du souvenir, de la passion amoureuse, de la colonie française, enfin de plein de choses que le cinéma a beaucoup représenté, mais jamais comme ça. Et ce qui est très impressionnant chez Marguerite Duras, pour le coup, c'est que le cinéma en général est quand même la plupart du temps d'une routine absolue. Enfin, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose qui marche, paf, vous en avez 40 derrière qui font exactement la même chose. Il y a un film de paysans qui marche, 30 films de paysans, nous voilà partis. Marguerite Duras, elle ne sait faire que des prototypes. C'est-à-dire qu'elle est très consciente, parce qu'elle a beaucoup d'humour, en plus d'être un génie littéraire, de ses ridicules, du fait qu'on puisse la copier, qu'il y a des gens qui essayent d'écrire en Duras, tout ça, elle le sait. Mais quand elle fait du cinéma, elle ne se répète pas. C'est ça aussi qui est très très impressionnant. Si vous prenez, vraiment c'est gratuit, ça ne veut pas dire qu'elle ne se plante pas hein, aussi des fois, mais si vous prenez vraiment India Song, Le Camion, Nathalie Granger, et plus tard Les Enfants, vous voyez, Les Enfants, ça ne ressemble pas à India Song, quoi. Vous pouvez le prendre d'une façon ou d'une autre, pas du tout. On dirait même que c'est deux cinéastes différents qui ont fait les films. Donc voilà, elle a ce côté-là, je suis une fabricante de prototypes cinématographiques. C'est-à-dire que je ne crée même pas ma propre catégorie qui serait film de Duras, disons. Eh bien, c'est pas vrai. Au fond, c'est pas vrai. Et en plus, elle a le côté, je détruis moi-même le système que j'ai conçu. Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure avec Béraud. Si vous avez aimé India Song, venez voir demain Son nom de Venise dans Calcutta désert. Parce que ça, c'est une expérience cinématographique. Personne n'a jamais fait ça. C'est-à-dire prendre la bande-son d'un film qui a été un carton. Pour elle, ça a été un carton. Hein. India Song, c'est son tube. Enfin, on raconte que des jeunes gens dans la rue, à la guitare, chantaient l'air de Carlos D'Alessio, quand même. Enfin, vous voyez, on parlait de tube et de rengaine. Là, pour le coup, ça avait littéralement fonctionné, alors que c'est un film, il y a 15 jours de tournage. Hein. India Song, c'est 15 jours de tournage. C'est fait en 16 mm, avec quasiment pas de moyens, quasiment pas de lumière, enfin voilà. Heureusement qu'elle était copine avec Delphine Seyrig, et que Delphine Seyrig, en plus d'être l'actrice qu'elle était une femme extrêmement courageuse et aventureuse. Parce que, et même Lonsdal, qui était connu à l'époque, ils allaient tourner avec Marguerite Duras, mais je ne suis même pas sûr qu'elle ait payé le tarif syndical. Enfin, c'est fait avec 3 fois rien. Et de ce tube absolument énorme qu'est India Song, à son niveau, elle le détruit, et elle le refonde, si vous voulez, en faisant le film d'après, en gardant sa bande-son. Ça, pour le coup, dans l'histoire du cinéma, chapeau bas, parce que je ne vois pas d'autres exemples, vous voyez, de comme ça, cette façon d'avancer presque en piétinant et en foulant au pied son propre travail. Donc effectivement, oui, je suis d'accord avec vous, mais il n'empêche que la musica a des qualités, je suis aussi d'accord avec les amis qui l'ont dit, parce qu'il y a quand même cette langue. Voilà, c'est-à-dire que il y a un petit côté boulevardier. Vous avez bien compris ma critique interne, et tout le monde n'est pas d'accord avec moi, et c'est très bien comme ça. Il y a un petit côté boulevardier. Mais le boulevard, c'est pas nul non plus. Hein. À un moment, Alain Resnais, qui cherchait du matériel toujours pour ses films, il s'est mis à adapter une pièce de Bernstein, qui était le prince du boulevard parisien, et ça a donné Mélo, qui peut-être est un des plus sublimes films d'Alain Resnais. Donc vous voyez, en même temps, les choses ne sont pas ni opposées, ni si éloignées les unes des autres. Madame. Merci. Moi, je suis très émue d'avoir vu ces films ce soir, et aussi de voir qu'il y a beaucoup de monde aussi passionné et expert de Marguerite Duras. Moi, je suis italienne, et en Italie, Marguerite Duras est connue, mais pas trop. Et en fait, moi, j'ai appris le français pour elle, pour lire ses biographies qui n'existent pas en italien, et aussi ses romans. Il n'y a pas trop de romans traduits, La douleur, l'amant de Chine du Nord, Les cahiers de la guerre, et récemment, Les ravissements de l'Olvestein. Mais sinon, moi, j'ai dû chercher dans les bibliothèques sur Internet des très vieilles éditions.
Et donc, moi aussi, j'ai déménagé à Paris pour elle parce que je viens de sortir un roman biographique sur sa vie, parce que moi, j'avais voulu lire des choses biographiques sur elle, donc c'est un livre en italien. Et c'est vraiment beau. Moi, j'étais là la première fois à Paris dans l'été 2022, et j'ai dit, je peux habiter ici. J'étais là pour voir ces lieux, pour faire mes recherches pour mon roman. Et donc c'est grâce à elle que ma vie a changé, j'ai appris une langue, j'ai connu un pays. Et c'est vraiment beau d'être là ce soir et de vous écouter, vous qui la connaissez aussi bien. Donc merci pour cette rétrospective. Je n'ai pas pu être là hier soir pour Indien Song, mais je l'ai vu au cinéma l'été dernier au Reflet Médicis. C'était un samedi matin, et le voir au cinéma, c'est toute une autre chose. Et donc merci beaucoup pour ce soir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Vous ne diriez pas que Godard... Attendez, si. Reprenez juste le micro. Allez-y, madame. Ce que vous disiez par rapport au cinéma de Marguerite Duras, qu'elle fabrique des films prototypes ou prototypiques, vous diriez pas la même chose pour le cinéma de Jean-Luc Godard? Si, bien sûr. Si, bien sûr, je te dirais, à part que... Enfin, ces deux-là s'aimaient beaucoup. Voilà. Pour le dire simplement, disons, ces deux-là s'aimaient beaucoup. Ces deux-là aimaient bien parler ensemble. Et d'ailleurs, ça a été réuni en volume. Il y a un volume qui s'appelle Duras-Godard, je crois que c'est Cyril Béguin qui s'en est occupé, ça a été publié. Et d'ailleurs, c'est drôle que vous en parliez, parce qu'on est lundi soir, à ma place, ici, dans cette salle Georges Franc-de-Jus. Il y aura une comédienne, Johanna Price, et un cinéaste, Olivier Martineau, qui depuis 1 an, 2 ans même, font ces dialogues en théâtre, enfin en lecture, disons, lecture théâtrale, ces lectures Godard-Duras. Donc effectivement, il y a... Je pense que pour Marguerite Duras, comme tous les gens qui sont intéressés au cinéma dans les années 60, Godard, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'elle a vu à bout de souffle. Elle fait 1 an avant Hiroshima, mon amour. Hein. Encore une fois, n'oubliez pas, selon Godard lui-même, c'est elle qui est en avance, pas lui. Mais évidemment, elle voit à bout de souffle, elle voit Pierrot le Fou, qui est le hit absolu du cinéma de Godard dans les années 60, donc elle a beaucoup d'amitié et d'intérêt pour lui. Dans un film de Godard qui est un peu son retour au cinéma traditionnel, entre guillemets, qui s'appelle Sauf qui peut la vie, il est beaucoup question de Marguerite Duras, qui n'apparaît jamais, parce qu'elle avait refusé d'apparaître, mais on entend sa voix, donc elle est dans un film de Godard, et qui est un film de Godard très important, donc Sauf qui peut la vie. Et par ailleurs, je le disais hier, parce que j'adore cette histoire, parce qu'il était tellement drôle en la racontant, il les appelait la bande des 4. Alors vous voyez bien à quoi ça fait allusion, donc à la révolution culturelle, à ses propres années, disons, de maoïsme, mais il appelait la bande des 4 les 4 écrivains français qui ont fait quelque chose d'intéressant avec le cinéma. Parce que vous savez qu'en France, tout le monde fait des films, et que surtout, il suffit de publier une BD à succès ou un livre à succès, boum, on fait un film, hein, c'est enfantin. Mais rares sont les écrivains quand même qui font quelque chose avec le cinéma. Et donc, lui disait, la bande des 4, par ordre d'entrée en scène, Cocteau, le premier, Pagnol, le second, Guitry, le troisième, et Marguerite Duras, la 4e. Voilà. Alors, j'aurais pu rebondir et lui dire, j'espère quand même que vous mettez Madame Pasolini en Italie, dans le genre écrivain qui a fait des choses un peu intéressantes avec le cinéma. En voilà un qui se pose un peu là. Je sais pas. Je ne lui ai pas posé la question, je n'ai pas eu le réflexe, je ne peux pas vous répondre. Mais en revanche, j'avais eu le réflexe de lui dire et Paroque grillé. Et là, je ne peux pas vous l'imiter parce qu'il est trop facile à imiter, mais il a vraiment levé les yeux au ciel. Voilà. C'est-à-dire que visiblement, Alain Roche-Brillet, cinéaste, ça ne le convainquait pas du tout. Tandis que Marguerite Duras, oui, bien sûr. Mais même, attendez. Si ça vous intéresse, je vais quand même vous... Il faut que je le retrouve. Je le retrouverai tout à l'heure, mais à un moment, dans un de leurs dialogues, il lui dit en gros,
et des gens qui ne détestent pas du tout, hein. Il dit ce que Garel et Eustache s'échinent à faire, en gros, et on voit l'effort, quoi. Toi, tu fais ça tout naturellement. Et elle répond bah oui, c'est facile de diriger un film, mais tu sais, écrire, c'est pas très difficile non plus. Elle avait un certain humour. Et par ailleurs, pour vous répondre de façon encore plus complète, quelqu'un comme Godard, avant de devenir cinéaste, a quand même rêvé une bonne partie de sa vie d'être romancier, d'être écrivain à la NRF, comme il l'a souvent raconté. Et donc c'est sûr que quelqu'un qui finit par avoir le succès de Duras avec L'Amant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui peuvent impressionner Godard, mais ça l'impressionne vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'un écrivain de recherche, parce que Marguerite Duras est un écrivain de recherche, qui arrive à avoir un tel succès populaire, là je pense qu'elle synthétisait dans sa personne le rêve de Jean-Luc Godard, qu'il raconte dans ses histoires du cinéma, c'est-à-dire, je cite de mémoire, c'est pas exactement ça, un Rimbaud qui aurait du succès commercial. Vous voyez ? Et pour, à l'appui de cette déclaration, le premier nom qui lui vient à la bouche, c'est Alfred Hitchcock. Il dit un poète maudit qui aurait le monde à ses pieds. Bon, voilà, ça c'est sa définition d'Hitchcock. Et il se trouve que pour lui, Marguerite Duras, son amie Marguerite, avec laquelle il se tutoyait, etc., c'est un peu ce qui lui est arrivé, quand même. C'est-à-dire un écrivain, pas pour tout le monde, publié aux éditions de Minuit, quand même, etc., une cinéaste encore moins pour tout le monde, vraiment de recherche, hein, expérimentale, et qui tout d'un coup a cet incroyable succès populaire. Voilà, donc ça, effectivement, je crois qu'il était très impressionné. Et il y avait de quoi. Maintenant, ce qu'on a un peu oublié, mais ça aussi, Gabriela, on sait sûrement beaucoup plus long que moi là-dessus, c'est qu'on a tous tendance un peu à sanctifier Duras, c'est-à-dire à faire comme si elle avait toujours été acceptée comme écrivaine, comme romancière et comme cinéaste, en travaillant un peu pour ce ciné-club. Oh là là, oh que non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été littéralement insulté et traîné dans la boue, disons, la majeure partie de sa vie et de son existence publique d'écrivaine, quoi. Vous voyez, et avec des mots, mais vraiment très, très, très désagréables. Et il y a un côté chez elle, effectivement, il y a un côté violent, voilà. Pour le dire en un mot, il y a un côté d'une violence et d'un scandale qui, chez elle, est très net. C'est-à-dire que même quand elle s'intéresse à l'affaire Grégory, vous voyez, elle adorait les faits divers, et elle ne s'est pas intéressée qu'à l'affaire Grégory, elle s'est intéressée à d'autres affaires qui étaient peut-être encore plus scandaleuses, parce qu'elles impliquaient des adultes et des enfants, kidnapping, relations sexuelles, etc., etc. Et donc, il y a chez elle un côté, oui, et scandaleux, naturellement scandaleux. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, je suis de la génération où je me souviens du triomphe de l'amant. Vous voyez, tout le monde, tout d'un coup, lisait Duras. Elle avait 1h30 en tête-à-tête avec Bernard Pivot, qui vient de nous quitter. Enfin, il paraît que les camions arrivaient la nuit aux éditions de Minuit avec les dizaines de milliers d'exemplaires de l'amant qui partaient. Enfin, voilà, c'est la fortune de Jérôme Lindon. C'est quand même l'histoire d'une gamine avec un monsieur qui est beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle, quoi. Voilà. Donc, l'amant... c'est pas une petite bluette. Je sais pas si ce livre, comment il serait accueilli en 2024. Hein. Je suis pas sûr que ça serait aussi simple qu'en 1984. Donc voilà, il y a un côté, une violence chez Duras, un scandale chez Duras. C'est pas quelqu'un qui a toujours été admise. Et c'était quelqu'un qui flirtait parfois avec l'inadmissible. Effectivement. Et même quand elle racontait ces histoires de guerre, qui sont passionnantes, évidemment la douleur c'est un livre immense, vous voyez. Même quelqu'un comme Maurice Pialat, qui n'était pas commode, a même pensé adapter la douleur. Il ne l'a pas fait, je pense que c'est tant mieux, mais parce que ça lui en imposait. Parce que lui, il n'était pas du tout impressionné par le cinéma de Duras, c'était pas du tout son truc, mais il disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y a tout le siècle.
Il y a tout le siècle dans les livres de cette femme. Et effectivement, il y avait tout le siècle, mais la façon dans la douleur qu'elle a de raconter comment elle manque de coucher quand même avec un nazi, vous voyez, avec un policier nazi, pour essayer de sauver son mari, waouh! Il fallait vraiment, disons, toute l'onction de François Mitterrand pour que tout ça se passe et soit admissible. Parce que souvent, Marguerite Duras, c'est ce qui fait son intérêt. Oui, raconter des choses littéralement inadmissibles. Absolument. Et d'ailleurs, ça se sent même dans ce film-là. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours quand même dans la violence, au bord du fait divers, au bord du crime passionnel, au bord du drame, enfin voilà. Il y a quand même ça, quoi. J'allais sur ce quai de gare, j'avais acheté un revolver, je voulais te tuer, enfin voilà. Ces sentiments extrêmes l'intéressaient beaucoup, et quand elle les trouvait dans la vie par le biais du fait divers, elle en faisait quelque chose. Et même dans son cycle indien, Anne-Marie Streeter, donc la sublime Delphine Seyrig de India Song, est connue parce qu'un homme est mort pour elle. Ça, c'est effectivement dit dans le film. Un homme s'est suicidé d'amour pour elle. Donc voilà, il y a toujours ça chez Duras, et ce qui faisait qu'elle était quand même extrêmement contestée, quoi. Voilà, pour dire les choses. Excusez-moi, si je peux dériver un petit peu, parce que hier j'ai vu un film en grande action d'un réalisateur que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Guy Gilles, où joue avec Cédric également, voilà, qui s'appelle Le Jardin qui bascule, et c'est vraiment un sublime film dans sa construction cinématographique. C'est d'une délicatesse, d'une intelligence, c'est prodigieux. Et je me demandais, puisque ce réalisateur est passé un peu à la trappe, je me demandais si Marguerite... Ah non, on s'en est occupé. Ah oui, je sais, j'ai lu depuis. Mais à l'époque, non. Enfin, dans les années 70, 80... Là, j'étais trop petit, mais... Il n'était pas à l'ordre du jour. Non, mais bien sûr, mais je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que Duras le connaissait? Je pense que Duras le connaissait, oui, comme elle connaissait. Il est très talentueux. Oui, comme elle connaissait à peu près tout le monde. Alors, Guy Gilles, à la limite, était plus commerciale qu'elle. Elle était vraiment considérée comme une cinéaste expérimentale, et elle allait dans les festivals expérimentaux, hein, je veux dire des choses comme Hier, etc., qui aujourd'hui sont passées un peu de mode. Mais il y a une petite dizaine d'années, on a fait une intégrale Guy Gilles, et la ressortie en DVD jusqu'au film dont vous parlez avec Seyrig vient un peu de là quand même. Donc oui, on s'en est occupé, effectivement. J'ai retrouvé la citation dont je vous parlais, on va peut-être finir là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Voilà ce que dit Jean-Luc Godard à Marguerite Duras. « Tu as fait en courant et même en gambadant ce que Garel et Eustache ont eu du mal à faire de manière courante. » Tu as fait en courant de manière courante, vous avez compris. « Tu n'as eu aucun mal à le faire, je suis impressionné. » Et il est sérieux, hein, quand il lui dit ça. Ce à quoi, donc, écrit Philippe Azouri, Duras, enfantine, répond « Il n'y a rien de plus enthousiasmant que de diriger un film. Mais il n'est pas non plus difficile d'écrire. » Vous voyez, quand je vous dis que, quand même, voilà. Alors, il y a d'autres moments où le poids de la solitude était tel pour elle, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la solitude des femmes d'ailleurs en particulier, qu'elle disait qu'écrire, je me souviens de cette expression, est le dernier des métiers. C'est assez beau, elle disait écrire, c'est vraiment le dernier des métiers. Donc effectivement, cette solitude lui pesait, et je pense que d'ailleurs, de ce point de vue-là, ces années cinématographiques qui sont en gros les années 70, hein, où elle tourne vraiment beaucoup, elle a fait une vingtaine de films en tout, hein, si on compte les longs, les moyens et les courts-métrages.
je pense que c'était une façon de peupler sa solitude. C'est-à-dire que les Benoît Jacot, qui a été cité, les Bruno Nuiten, avec lequel on va s'entretenir, Gabriella et moi, demain, tous ces jeunes gens, qui en plus étaient beaux comme des dieux, ce qui ne gâchait rien, c'était aussi une façon pour elle d'alléger le poids extrême, pour le coup, de la solitude de l'écriture. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que écrire, c'est être seul, et c'est être seul longtemps. Même quand on est aussi doué qu'elle pour littéralement révolutionner la littérature, ce qu'elle a sûrement fait aussi. Mais alors, elle avait des jugements coupants. Par exemple, elle disait, qui peuvent choquer, hein, mais elle disait, voyez, Barthes, je l'ai bien connu, je l'aimais beaucoup, mais c'était un prof. Il n'écrivait pas vraiment. Alors bon, tous les gens qui aiment Barthes, évidemment, sont scandalisés. Alors après, elle disait, alors Sartre, c'est encore pire. Lui, il avait tellement d'existence publique, effectivement, il avait une existence publique, que ce qu'il écrivait, ben, c'est pas de l'écriture. C'est comme s'il n'avait rien fait. Et elle disait ça à Godard. Elle lui disait, mais tu continues d'admirer Sartre. Et elle lui disait, mais c'est nul. Les gens étaient quand même un peu... Il n'a jamais vraiment écrit. Et effectivement, dans les gens dont elle considérait qu'ils avaient écrit, disons un peu sur les sommets de l'Olympe, bon, ben, il n'y avait pas grand monde. Il y avait Maurice Blanchot. Voilà. Il y avait Blanchot, il y avait elle... Peut-être elle gardait une vieille amitié pour Queneau, qu'il avait aidé à un moment, mais je ne suis pas sûr qu'elle le considérait comme un grand écrivain. Donc disons qu'il y avait elle, Blanchot et Bataille. Vous voyez, c'est-à-dire pas beaucoup de gens. Et en même temps, on ne peut pas dire effectivement qu'ils n'écrivent pas, ces trois-là. Donc voilà. Gabriella, tu veux pas dire un mot? Non. Bon, ben écoutez, c'était bien. Allez, à bientôt.